L'histoire commence dans le royaume de Lublir sur le domaine de la famille Clox. Le jeune comte Camélia, embarrassé, raconte à Échan, la fille aînée du chef de la famille Clox, qu'il est contraint de rompre les fiançailles. La jeune fille est ravie et rapporte qu'elle a déjà envoyé tous les documents nécessaires pour mettre fin aux fiançailles. Le comte est perplexe, il s'attendait à ce que l'ancienne épouse soit bouleversée et n'accepte pas de rompre l'accord si facilement. Échan rapporte que sa sœur n'accepte pas la proposition du duc du Nord et reste à Lublir. Le comte Camélia tente de convaincre la jeune fille que sa décision n'a rien à voir avec sa sœur cadette Échan. La jeune fille ne veut pas continuer la conversation, se tourne vers les affaires et demande au comte de partir. Le jeune homme est furieux d'une telle négligence, il n'est pas habitué à de tels refus. Le comte sort en courant de la pièce en claquant bruyamment la porte, la jeune fille soupire de soulagement. Échan s'approche de la table, se réjouissant que la conversation désagréable soit enfin terminée, et remarque une lettre sur la table. Le duc du royaume de Lublir demande à la jeune fille de venir discuter de questions urgentes. Soudain, la porte claque et une fille en colère, la plus jeune fille du chef de la famille Clox, Lilir, se précipite dans le bureau. Elle est alarmée et demande s'il est vrai que sa sœur aînée et le comte Camélia ont rompu leurs fiançailles. Échan reproche calmement à sa sœur d'avoir sauté les cours d'étiquette et confirme avec indifférence les craintes de la jeune fille quant à la rupture des fiançailles. Soudain, Lilir est frappée de réaliser que sa sœur aînée a plutôt accepté la demande en mariage du duc de Wintnet. La jeune fille crie à Échan qu'elle ne peut pas accepter cette proposition et épouser un parfait inconnu, mais la sœur aînée répond que c'est leur devoir en tant qu'enfant d'aristocrate. Échan se souvient avec frisson qu'il y a quelque temps, leur famille a reçu une offre si importante et que son père en a parlé à Lilir. La mère a convaincu sa fille qu'il ne s'agissait pas de fiançailles ordinaires et que ce mariage contribuerait à jeter les bases de liens ultérieurs entre Lublir et Amalie. Mais la plus jeune fille était catégorique, criant qu'elle n'accepterait jamais de vivre toute sa vie en captivité avec un étranger. Le père tente de calmer sa fille en colère et de la convaincre que ce mariage est nécessaire pour tout leur royaume. Mais la plus jeune fille est capricieuse depuis son enfance, elle s'habille comme un chevalier et porte une épée à la main. Lilir crie de rage que s'il décide de la forcer à se marier, elle se suicidera. Les parents étaient sous le choc et le désespoir et ne savaient pas du tout comment sortir de cette situation, car la fille aînée était déjà fiancée, et refuser le duc du Nord signifiait semer le trouble dans tout le royaume. En sortant des souvenirs, Échan explique à sa sœur que c'est la meilleure issue pour tout le monde, y compris Lilir elle-même, et demande à la jeune fille de l'accompagner. Échan dit à Lilir qu'elle a un besoin urgent d'aller voir son Altesse. La sœur cadette est très inquiète qu'Échan veuille voyager seule, sans sécurité, mais la jeune fille se contente d'en rire, elle sait que dans n'importe quel problème, elle peut se défendre. À ce moment, un groupe de jeunes s'approche des portes du domaine. Le jeune homme et les filles sont venus à Lilir, ce sont ses bons amis, dont elle prend soin et avec qui elle passe tout son temps libre. Un groupe de jeunes remarque Échan, qui s'apprête à monter dans la voiture. Lilir se tourne vers sa sœur, lui souhaite bon voyage et insiste sur la prudence. Le gars est quelque peu perplexe, demande à Lilir pourquoi ils ne voyagent pas ensemble, la fille explique que sa sœur a ses propres affaires au palais et qu'elle n'a pas besoin de compagnie. Les amis de Lilir bavardent et condamnent les rumeurs selon lesquelles Échan aurait un amant dans le château, alors elle y va souvent seule. Lilir se met en colère et demande à ses amis de ne pas dire de bêtises, les filles ont peur et s'excusent auprès de leur amie la plus noble. Dans le dos de Lilir, les filles discutent du fait que la sœur cadette est trop simple et faible, alors l'aînée l'offense constamment. Le jeune homme affirme qu'Échan est insensible et froide et que personne ne veut l'épouser, que les gens vivent dans la pauvreté et qu'elle ne s'occupe que de ses tenues et de ses divertissements pour la noblesse. Lilir est gênée, elle se sent gênée aussi bien pour sa sœur que pour ses amis. Échan monte silencieusement dans la voiture et s'en va, la jeune fille a depuis longtemps l'habitude de ne pas prêter attention au commérage. Sa Majesté le duc regarde la photo d'Échan et se demande pourquoi les gens l'appelaient le diable. Le majordome dit au duc qu'il y a des rumeurs parmi le peuple selon lesquelles Échan se livre au luxe et abuse du pouvoir, tandis que sa sœur Lilir, qui défend les droits du peuple devant la noblesse, est glorifiée comme une déesse. Le duc n'entend pas écouter les ragots, il pense que le mariage entre l'héritière de la famille Clox et le duc de Wintnet n'est nécessaire que pour établir une alliance entre les deux royaumes. Sa Majesté regarde les photographies des deux sœurs et ne comprend pas de qui parlait le duc de Wintnet, puisque le nom n'était pas indiqué dans la proposition officielle. Échan arrive au luxueux château du roi Lublir. La jeune fille est allée dans ce château tellement de fois qu'elle peut facilement trouver elle-même son chemin vers le luxueux bureau. Échan, selon l'étiquette, fait la révérence à sa Majesté. Le duc a à peine dit bonjour, il se met immédiatement au travail, il est très satisfait du travail effectué par Échan. Le duc s'inquiète du fait que son royaume ait récemment connu un ralentissement du développement économique.
Échan justifie cela en disant qu'il y a eu récemment un mépris des mœurs laïques, que les filles abandonnent de plus en plus leurs robes et apprennent à manier une épée. Le duc est sombre, il attribue tout à sa sœur cadette Clox, devenue trop proche de la jeunesse aristocratique et qui a une forte influence sur elle. Échan essaie de justifier sa sœur, convainc le duc que ce ne sont que des rumeurs et que la vraie raison est ailleurs. Le duc se met en colère, comprend qu'Échan essaie de protéger sa sœur. Sa Majesté est agacée, elle ne comprend pas que les jeunes ne puissent pas comprendre des choses simples, que le libre-échange n'est possible que dans une société développée. Le duc change de sujet et demande s'il est vrai que la famille Clox a décidé de marier sa sœur aînée au lieu de sa plus jeune avec le duc du Nord. Échan confirme que c'est exactement ce qu'elle voulait rapporter à son Altesse. Le duc demande avec colère pourquoi sa sœur cadette n'est pas satisfaite d'un match aussi rentable. Échan justifie tout en disant que Lilir est en mauvaise santé et ne pourra pas vivre dans les régions du Nord. Le duc réfléchit au fait qu'auparavant toutes les affaires du domaine Clox étaient gérées exclusivement par la sœur aînée, mais une minute plus tard, il dit déjà que l'on peut bénéficier de ce mariage, car il repose en grande partie sur le commerce des pierres énergétiques. Le souverain dit à la jeune fille que c'est une grande chance de contribuer au développement du pays, la position de sa famille se renforcera sensiblement, Échan est conscient de sa responsabilité et fera tout son possible pour éviter la moindre erreur, le duc la laisse aller. Échan s'incline respectueusement et demande au duc de prendre soin de lui. La jeune fille est déçue, le duc n'a pas dit un mot pour se séparer, mais elle attendait tellement de paroles chaleureuses de sa part. Dans le couloir, la jeune fille rencontre l'un des serviteurs, le jeune homme est sincèrement contrarié qu'Échan quitte bientôt le royaume. Le gars souhaite un bon voyage à l'héroïne et la remercie chaleureusement pour tout ce qu'elle a fait pour l'Ublir pendant toutes ces années. Échan est gênée, heureuse qu'au moins quelqu'un ait apprécié tous ses efforts et est sincèrement bouleversée par la séparation à venir. Elle rentre chez elle en voiture, demande soudain au cocher d'arrêter la voiture, elle veut se promener et penser à tout. Échan rencontre des enfants, un petit garçon commence à la pointeur du doigt et à crier qu'elle est un diable lubelien. La mère court vers le garçon, elle est horrifiée, s'excuse, explique que l'enfant est encore petit et ne comprend pas de quoi il parle. Échan remarque les genoux cassés du garçon, tend un mouchoir à sa mère et propose d'essuyer le sang. La jeune fille est bouleversée et se souvient comment toutes ces rumeurs désagréables ont commencé. Une fois que Lilir a joué avec son indépendance et la protection des droits des personnes défavorisées, pour la remettre à sa place, Échan a dû la gifler devant les gens. Lilir lui a attrapé la joue, elle ne comprenait pas pourquoi sa sœur aînée la frappait. Échan a répondu froidement que si un tel comportement se répétait, elle n'hésiterait pas à faire de même. De retour au domaine, l'aîné Clox trouve dans sa chambre une lettre de son fiancé, le duc s'adresse à elle par son nom, l'informe qu'il prend en charge tous les préparatifs du mariage et envoie une voiture chercher la mariée. Échan pense au fait que le duc est appelé un monstre froid du Nord, mais avec elle, il fait preuve d'un soin et d'une attention incroyable. La jeune fille regarde par la fenêtre et se demande quel genre de personne est réellement son fiancé, le duc de Wintnet. Le lendemain matin, Échan s'assoit avec sa mère et discute de toutes les questions urgentes de gestion du domaine qui doivent être réglées dans un avenir proche. Échan s'est occupé des questions les plus urgentes et urgentes, mais il n'y aura pas moins de travail. Madame Clox est très bouleversée, elle ne comprend pas comment gérer tout maintenant, si auparavant toutes les questions actuelles et urgentes étaient traitées exclusivement par la fille aînée. On frappe à la porte et une femme de chambre excitée entre en courant. Les domestiques rapportent que Miss Lilir a découvert le report de la date de l'événement caritatif et a voulu se rendre elle-même chez la comtesse Ébure pour régler le problème, les domestiques ont à peine pu l'arrêter. Lilir est sur le terrain d'entraînement, le seul endroit où elle peut libérer sa rage sans nuire aux autres. La sœur cadette est furieuse, elle frappe furieusement le simulateur avec son épée. Échan s'approche, et comme toujours, remarque froidement et calmement que si Lilir n'arrête pas de balancer l'épée comme ça, il pourrait se blesser au poignet. Lilir reproche avec colère à sa sœur aînée que pour elle un banquet pour aristocrate est plus important que la charité. Échan essaie d'expliquer que l'événement à venir n'est pas du tout un banquet, mais une exposition d'art, mais la sœur cadette l'interrompt et déclare que quel que soit le nom de l'événement, les riches y gaspilleront leur argent. Lilir crie avec rage que l'heure de la soirée de charité a été approuvée à l'avance, mais qu'elle a été facilement reportée au profit d'une exposition de divertissement. Échan essaie de calmer sa sœur et de lui expliquer, mais elle ne veut rien écouter, l'accusant d'avoir soif de divertissement et de ne pas se soucier des besoins des gens ordinaires. Lilir se retourne et s'en va, la sœur aînée tente de l'arrêter. Soudain, la sécurité lui bloque le chemin et demande à Échan de laisser sa sœur tranquille. La jeune fille est furieuse, les gardes n'ont pas le droit de lui barrer le passage. Contenant à peine sa colère, elle demande une nouvelle fois aux jeunes de lui céder le passage. Le garde le plus audacieux se permet de reprocher au Échan d'être un aristocrate dans l'âme et de ne jamais comprendre ce que Madame Lilir fait pour eux.
Soudain, des flammes commencent à flamber autour des champs et des éclairs. La jeune fille a agité sa main et une puissante vague d'énergie s'est envolée directement vers les jeunes. Les jeunes hommes tombent à terre, confus et effrayés, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. La jeune fille passe par là, constatant froidement qu'elle a demandé à la laisser passer à l'amiable, seuls ses yeux pétillants de feu rappellent la récente épidémie. Lilir regarde la scène et, irritée, reproche à sa sœur d'utiliser sa position et son pouvoir pour opprimer le peuple. Échan demande à sa sœur de se calmer et de l'écouter jusqu'au bout. La sœur cadette est si têtue qu'elle ne veut pas entendre un mot. Lilir déclare qu'elle et sa sœur sont des personnes complètement différentes, se retourne brusquement et s'en va. Toute la haute société s'est rassemblée dans la salle de l'exposition d'art de Lublir. Échan a tout préparé pendant longtemps et avec soin, mais elle s'inquiète néanmoins de la façon dont tout se passera, car des personnes aussi nobles et importantes sont venues à l'événement. En voyant les belles Échan, les filles autour commencent à bavarder, se battant avec envie. Échan remarque la comtesse Ébure et se dépêche de lui rendre hommage. La comtesse dit que la jeune fille est superbe et déclare tristement qu'elle quittera Lublir demain. Les filles à la table voisine discutent bruyamment du fait que le marié d'Échan est appelé un monstre du Nord et que la pauvre mariée devra déménager dans un endroit effrayant. La comtesse coupe brusquement les rumeurs et réprimande qu'il est extrêmement indécent de se comporter ainsi. Échan est flatté par l'inquiétude de la comtesse Ébure, mais demande de ne pas prêter attention aux ragots stupides. Une femme de chambre apparaît derrière la porte, portant dans ses mains des boîtes de bijoux incroyablement beaux. Échan dit qu'elle a préparé de petits cadeaux pour tous les invités et espère qu'ils les accepteront. Les filles sont émerveillées par l'incroyable beauté et la richesse des pierres précieuses, aucune d'elles ne songerait à refuser un cadeau aussi généreux. La comtesse est heureuse, dit Échan, d'avoir vraiment bien préparé la soirée et d'avoir réfléchi à tous les détails. La comtesse examine son cadeau, remarque que le produit est très inhabituel, Échan dit que la décoration a été réalisée par des artisans de la maison Clox. La comtesse Ébure dit que grâce à l'exposition d'art, des fonds importants ont été collectés pour une soirée caritative, elle regrette la séparation imminente d'avec sa petite amie. Avant de se coucher, Échan se tient sur le balcon, regardant les biens du domaine et pense tristement que c'est la fin de son rôle dans la société de Lublir. La jeune fille se souvient du visage en colère de sa sœur et réalise avec tristesse qu'elle ne sera que contente de la voir partir. Échan s'assoit devant le miroir, pensant qu'aujourd'hui elle quittera pour toujours la maison de ses parents. Toute la famille s'est rassemblée dans l'allée pour saluer le départ d'Échan. Le père est inquiet, il faut plus de 10 jours pour arriver dans l'Empire du Nord, tout peut arriver sur la route. La mère est contrariée qu'Échan ne les invite pas au mariage et les persuade de rester à la maison. Lilir ne pense qu'à elle et dit à sa mère que le marié changera immédiatement d'avis sur l'idée d'épouser sa sœur aînée dès qu'il verra sa sœur cadette. Échan taquine sa sœur, l'inviter à changer de place si elle le souhaite, Lilir se retire, se sentant mal à l'aise. La jeune fille remercie chaleureusement et sincèrement ses parents pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Échan s'approche de la voiture, Luan, le majordome du duc de Wintnet, l'attend. Lilir rappelle la jeune fille, Échan se retourne et lui souhaite sincèrement du bonheur. Le cocher agite son fouet, la voiture s'ébranle. Échan parcourt les rues de sa ville natale, les gens reconnaissent la calèche et la fille qui s'y trouve. Miss Clox regarde par la fenêtre avec envie, se demandant si elle pourra un jour les revoir. Les gens dans les rues se réjouissent de son départ, ils croient que désormais personne n'offensera leur Lilir préféré. La calèche quitte les abords du royaume de Lublir. Luan est attentionné, inquiet pour sa nouvelle maîtresse, et propose de fermer la fenêtre et d'apporter une couverture. Le majordome remarque qu'Échan a des livres, dont beaucoup sont assez rares, et se demande où elle les a obtenus. La jeune fille dit en plaisantant que les représentants de la haute société peuvent tout obtenir, explique qu'elle souhaite en savoir plus sur la région qui deviendra désormais sa maison. Luan est très flatté par la responsabilité de la jeune fille et par son approche sérieuse de son avenir. Échan demande au majordome de lui parler du duc du Nord. Elle a entendu de nombreuses histoires étranges à son sujet, mais connaît la valeur des rumeurs, mais en tant que véritable servante, Luan se contente de phrases générales. La voiture s'arrête, le cavalier qui l'accompagne rapporte qu'ils sont arrivés au portail, Luan ordonne de commencer les préparatifs. Échan est désemparée, elle sait que grâce au portail, vous pouvez être transporté presque instantanément au bon endroit, seule une personne de sang impérial peut utiliser le portail, et en plus, cela coûte très cher. Luan explique que son Altesse a souhaité faire tout son possible pour le confort de son épouse, la calèche entre dans le portail. Échan est enchanté par la belle vue, pense avec enthousiasme que le duc a préparé un portail magique spécialement pour elle, a envoyé une voiture luxueuse et les meilleurs chevaliers et Luan expérimenté, le duc est très attentif aux détails.
Un instant plus tard, la calèche traverse le pays enneigé, c'est l'Empire Amali. Luan éloigne le rideau de la fenêtre, montre le château visible au loin et dit que le domaine du duc de Wintnet commence ici. Au bout d'un moment, la calèche s'arrête devant un immense château. Échan trébuche sur les marches glissantes, à ce moment une main forte la soulève, la jeune fille lève les yeux et voit devant elle un beau jeune homme, son fiancé. Échan est embarrassé et marmonne des salutations. Quelques instants plus tard, la jeune fille se ressaisit et salue le duc selon toutes les règles de l'étiquette, avec une profonde révérence. Sa Majesté baisse la tête et accueille la jeune fille dans son domaine. Échan remercie le duc pour ses soins et son accueil chaleureux. Elle est fascinée par le jeune homme. Le duc de Wintnet s'inquiète du fait que la jeune fille soit fatiguée sur la route et l'invite à aller au château et à se reposer. En traversant le château, Échan est frappé par sa taille et son luxe. Le duc rapporte que le majordome emmènera la jeune fille dans ses appartements, qu'elle pourra se reposer et qu'ils se retrouveront plus tard pour le déjeuner. Dans les appartements d'Échan, elle est entourée de soins et d'attention. 3 servantes l'aident à prendre un bain et à réaliser tous ses souhaits. La jeune fille est détendue et pense au duc, ne comprend pas pourquoi on l'appelle le monstre du Nord. Les servantes détournent l'attention de la jeune fille de son époux et lui proposent de choisir une huile essentielle. Échan choisit l'huile de perce-neige, qui ne pousse qu'à Amali et est appelée le don des anges. L'une des servantes admire la magnifique couleur des cheveux de la maîtresse, Échan note qu'elle a entendu dire que dans le Nord, ils n'aiment pas les gens aux cheveux roux, ils les considèrent mesquins et bas. Les servantes sont étonnées, c'est une rumeur, dans les régions du Nord il n'est pas souvent possible de rencontrer des gens avec cette couleur de cheveux, mais il est vraiment beau, comme leur maîtresse, elles sont heureuses de la servir. Échan est touché, reconnaissante envers les filles et avoue qu'elle compte sur elles. Le dîner est décontracté, les jeunes discutent de cuisine locale et de chef cuisinier, la jeune fille s'adresse au marié exclusivement par son titre, le jeune homme est gêné et lui propose de l'appeler simplement par son prénom, Léon. Échan est impressionné par une telle ouverture d'esprit et en réponse, elle invite Léon à l'appeler Écha. Le duc dit pensivement que c'est un nom très mignon et qu'il y a une belle légende dans leur région, la fille attend l'histoire avec impatience. Il était une fois, lors d'un hiver froid du Nord, une fée nommée Écha qui vivait dans la forêt. Habituellement, elle dormait paisiblement dans sa maison, mais parfois, étant de bonne humeur, elle gambadait joyeusement, volant d'avant en arrière. Et de ses ailes volaient du pollen magique et brillant, que les gens appelaient autrefois des flocons de neige. Léon dit que ce conte de fées pour enfants se transmet de bouche en bouche depuis l'Antiquité. Écha est fasciné par l'histoire et admet qu'elle ne l'a jamais lu auparavant. Le jeune homme constate qu'il neigeait le matin, apparemment c'est ainsi que la petite fée accueille l'invité, la jeune fille rit et constate avec surprise que son fiancé est un romantique. De façon inattendue, Léon demande si Écha est heureuse de ce mariage avec le monstre du Nord. Écha répond hardiment que puisqu'elle est un diable, les monstres ne lui font pas peur. Léon regrette que les gens soient souvent plus disposés à croire les rumeurs que la vérité. Le duc dit avec assurance qu'il préfère lui-même croire ses sentiments et ce qu'il voit, plutôt que des rumeurs creuses. La jeune fille partage entièrement son opinion. Léon commence à parler d'une voix tendue sur le fait qu'il aime vraiment Écha, mais il y a un problème. La jeune fille interrompt le marié au milieu d'une phrase et dit que l'amour ne vaut pas la peine d'attendre. Léon est découragé, il ne comprend pas comment la jeune fille a connu ses pensées. Écha admet qu'elle a la même position concernant leur mariage, qui ne fera que devenir politique. Le lendemain matin, Écha boit du café dans ses appartements et se souvient de sa conversation avec Léon au déjeuner d'hier. La fille ne croit pas à l'amour, elle ne se soucie pas de savoir qui deviendra son mari. Devenant épouse, elle remplira simplement ses devoirs, mais la fille ne s'attendait pas à ce qu'elle et son époux soient si semblables. On frappe, le majordome entre, demande comment la dame s'est reposée et rapporte qu'il n'y a rien d'important prévu pour aujourd'hui. Écha est un peu confuse, elle n'est pas habituée à autant de temps libre qu'elle a besoin de passer seule. Luan invite joyeusement la jeune fille à se promener dans le domaine. Le château fait une forte impression sur Écha, la jeune fille est ravie de l'immense bibliothèque, qui contient les livres les plus rares et les plus précieux. Une table à thé est dressée dans la serre, Écha est très touchée par l'attention portée à elle-même, elle tient à remercier tout le monde pour cet accueil si chaleureux, Luan répond modestement que c'est leur devoir. La jeune fille regarde pensivement par la fenêtre et dit soudain au majordome qu'elle veut sortir en ville et regarder autour d'elle. Ayant arrêté la calèche non loin de la place, Écha va continuer à marcher, Luan tente de l'arrêter, la convainc que marcher seule, sans sécurité, peut être très dangereux. Écha n'écoute pas ses paroles, elle assure qu'elle peut se défendre si nécessaire. En se promenant dans la ville, la jeune fille remarque à quel point cet endroit est calme et prospère. Écha s'approche du comptoir de restauration et est surprise de constater que les prix ici sont inférieurs à ceux de Lublir. Soudain, la jeune fille entend des bruits de dispute, un homme crie que les commerçants ont doublé le prix.
La querelle éclate, l'homme pleure presque, il ne pourra pas honorer la commande d'un client très important si le commerçant ne vend pas les épices à l'ancien prix. Le commerçant répond effrontément que ce n'est pas son problème, et pour son insolence fera monter le prix encore plus haut. Echa s'approche, les gens ont pitié du pauvre, les commerçants sont complètement insolents, ils font ce qu'ils veulent. La jeune fille est surprise de voir que ces épices proviennent de son Lublir natal. Luan explique qu'en raison des tempêtes de neige, peu de gens peuvent se rendre dans le sud pour acheter des marchandises, donc il y a de moins en moins de marchandises et les prix sont plus élevés. Echa y réfléchit et élabora un plan pour aider le pauvre homme. Un homme supplie les commerçants de baisser leurs prix, il fera faillite si les clients refusent de travailler avec lui. Le marchand arrogant chasse l'homme, car il ne veut pas acheter les marchandises au prix fixé et ne s'intéresse pas aux problèmes des autres. Echa s'approche des marchands et demande avec un calme froid de quelle quantité d'épices l'homme a besoin, il répond qu'il a besoin de 7 kg. La jeune fille se tourne vers le majordome et demande si la quantité d'épices requise est disponible sur le domaine. Ayant reçu l'assurance de Luan qu'il a beaucoup plus de fournitures dans le domaine, il dit à l'homme qu'il lui vendra les marchandises dont il a besoin à moitié prix et qu'il pourra venir les chercher. Les commerçants sont furieux, personne n'a le droit de sortir de la rue et de ruiner leur commerce. En mettant sa capuche sur ses yeux, Echa demande au marchand s'il a vraiment apporté ces épices du baron Jason de Lublir. Le commerçant crie que ce ne sont pas ses affaires et menace de s'occuper désormais de la jeune fille à sa manière. Luan essaie de les arrêter et veut dire qui est devant eux, mais Echa l'arrête d'un geste de la main. Echa pense avec une rage bouillante qu'elle ne voulait pas du tout déclencher une émeute, mais d'une manière ou d'une autre, cela aboutit toujours à une bagarre. L'un des intimidateurs tend sa main énorme vers la jeune fille, mais elle l'arrête facilement et le pousse. Une puissante vague d'énergie repousse l'intimidateur et il vole directement sur les cartons de marchandises. Une belle fille en armure chevaleresque apparaît entre Echa et les marchands et demande avec indignation ce qui se passe ici. La jeune fille chevalier regarde les marchands et leur conseille en riant de sortir de leur vivant. Le marchand arrogant est devenu complètement fou, il ne permet à aucune fille de se lancer dans ses affaires. La jeune fille en armure fronce les sourcils avec agacement et conseille gentiment à l'insolent de sortir s'il apprécie sa peau. Un voyou récemment vaincu sort des cartons et regarde la jeune fille de tous ses yeux. Il remarque son apparence charmante, sa force surhumaine et la reconnaît. Le commerçant les regarde, crie avec rage qu'il leur paie de l'argent pour se protéger, il exige de chasser immédiatement ce parvenu fou. Les malfrats s'enfuient lâchement, lui conseillant finalement de s'enfuir au plus vite tant qu'il est encore en vie. Le marchand regarde autour de lui et examine attentivement la jeune fille, il comprend enfin qui est devant lui, l'impudent se retourne et court après son garde. La jeune fille les regarde d'un air menaçant. La place se vide, l'incident est terminé et chacun vaque à ses occupations. Luan appelle la jeune fille, Lady Bramble, la remercie pour son aide, admet qu'elle ne sait pas ce qui leur serait arrivé si elle n'était pas intervenue. La dame examine Echa et demande d'un ton moqueur au majordome si c'est la dame des rumeurs, Luan dit respectueusement qu'il s'agit de Lady Eschan, l'épouse du duc de Vintney. L'homme s'apprête à présenter Echa à Lady Bramble, elle l'arrête d'un geste et lui dit mystérieusement qu'il ne faut pas se précipiter, ils auront encore le temps de se retrouver après le mariage. La jeune fille en armure se rapproche d'Echa, déclare avec arrogance qu'elle est trop impudente pour un aristocrate et lui conseille d'être plus prudente à l'avenir. Echa était sans voix à cause d'une telle insolence, personne ne l'avait jamais qualifiée d'impudente. Lady Bramble rit, se retourne fièrement et s'éloigne. Sur le chemin du château, Luan dit que la jeune fille en armure est un chevalier de l'ordre blanc, qu'elle est l'une des meilleures, mais qu'elle a un caractère très complexe et qu'elle déteste les aristocrates. Eschan est surpris que la jeune fille ne soit pas le chevalier personnel du duc de Vintney. Le majordome explique que Lady Bramble est le seul chevalier qui n'a pas prêté allégeance à sa majesté. Le majordome révèle que la dame est entrée dans l'ordre blanc uniquement pour protéger les habitants pendant le long hiver. Echa change de sujet, demande ce qui est prévu pour demain. Luan, rayonnante, répond que le choix d'une robe de mariée est prévu pour demain. La jeune mariée est perplexe, elle ne pensait pas devoir choisir une robe toute faite. Luan explique que selon une ancienne tradition nordique, dès que la date du mariage est fixée, les meilleurs créateurs du royaume se mettent à coudre, plus de 200 tenues ont déjà été préparées. Le lendemain matin, les mannequins avec les plus belles robes étaient installés dans la cabine d'essayage. Les magnifiques robes se déclinent dans une grande variété de couleurs, décorées de fleurs, de broderies et de pierres précieuses. 2 femmes s'occupent de la pièce, la créatrice Dora Callen et son assistante Anna. Anna s'affaire, racontant des rumeurs selon lesquelles leur nouvelle maîtresse est trop habituée au luxe,
il la traite de diable. La jeune fille dit que Miss Clocks préfère les pierres rares, ne porte que des vêtements de première classe et porte des diamants de la taille d'un œuf de poule. Dora dit brusquement à la fille de se taire, l'assistante s'excuse effrayée. Miss Cullen est nerveuse, veut s'imposer comme la meilleure créatrice et espère que la mariée choisira sa robe. La porte s'ouvre, Aïcha entre, les femmes se retournent par anticipation. Une belle jeune fille entre dans la pièce et se présente avec un sourire comme Missy Chance Clocks. Les femmes s'inclinent avec respect et se présentent. Dora parle de la nécessité de prendre les mesures des champs. La couturière note les résultats et s'étonne de voir à quel point la silhouette de la jeune belle-fille est idéale. N'importe quelle robe conviendra à cette silhouette. Anna ne peut quitter des yeux les cheveux rubis des chats et arrive à la conclusion que tous ceux qui disent des bêtises sur les rousses sont de parfaits imbéciles. Dora apporte à la mariée un livre de croquis afin que la jeune fille puisse choisir elle-même une robe. Esha regarde les tenues, elles sont toutes trop fermées et élégantes, elle ne croit pas qu'Amalisa soit à la mode pour de telles robes. La couturière constate le désarroi de la jeune fille et explique que les robes qu'elle a examinées étaient brodées de fils d'or et ornées de 300 émeraudes. Esha ferme le livre et dit résolument que rien de tout cela ne lui convient. Les Lusaniens sont étonnés du refus de la mariée d'une telle splendeur. Esha continue de rejeter les tenues, elle n'aime pas la couleur trop provocante et les épaules et le cou entièrement couverts. Dora est très surprise que la jeune fille veuille une robe plus modeste avec un minimum de pierres précieuses. L'agitation commence, les filles déplacent les mannequins selon les préférences de la mariée. Dora présente à Esha de nouvelles robes, choisies selon les souhaits de la mariée. La jeune fille fait l'éloge de la couturière, la qualifiant de créatrice exceptionnelle du royaume, est incroyablement flattée et s'incline. Esha continue de regarder les robes, et sur l'une d'elles, elle est attirée par la broderie sur la bordure. Dora suggère à la fille d'essayer une coupe plus audacieuse ou une robe avec des roses brodées, elles sont très populaires cet automne, Esha ne sait pas quoi choisir. Une voix vient derrière les filles, leur conseillant d'essayer une robe blanche, je suis sûre qu'elle convient plus à la charmante mariée qu'aux autres. Léon se tient sur le pas de la porte et regarde l'agitation dans la cabine d'essayage. Esha ne s'attendait pas à voir son fiancé, on lui a dit qu'il était occupé, Léon assure à la jeune fille qu'il y aura toujours du temps pour elle. Léon dit que la mariée sera éblouissante dans une robe blanche. Dora demande si Esha aimerait essayer la robe choisie, la fille accepte et demande de choisir des chaussures assorties. En attendant la mariée, le duc boit du café et se souvient. De retour chez lui, lui en raconte à son Altesse l'incident survenu sur la place. Le duc est bouleversé, veut retrouver les responsables de ce qui s'est passé et ordonne une sécurité accrue sur le marché. Léon regarde la photo d'Aïcha et ne comprend pas pourquoi on la surnomme le diable Lublir. Chez la mariée, le jeune homme ne voit que de la gentillesse, de la réactivité et de l'empathie envers les gens. Esha enfile une robe, il est difficile d'imaginer une plus belle mariée. La jeune fille entre dans le bureau et se présente devant Léon. Le jeune homme est choqué par la beauté d'Aïcha, ne peut prononcer un mot, regarde la jeune fille sans la quitter des yeux. Léon s'approche lentement de la jeune fille, examinant attentivement chaque détail. Le duc regarde Esha avec tendresse et admet qu'il n'y a personne au monde de plus belle que son épouse. Esha rayonne, elle-même ne s'attendait pas à ce que les paroles du marié lui soient agréables. Dora et Anna observent les jeunes, de l'extérieur il est clair que ce mariage cessera bientôt d'être uniquement politique. Aïcha remercie cordialement les filles et leur demande de l'aider à choisir une robe pour la réception. Il y a encore du bruit, Anna trébuche et tombe, laissant tomber la boîte d'échantillons. Léon s'approche d'Esha et lui présente de magnifiques décorations pour le mariage et la réception. La jeune fille est choquée par la beauté et le luxe du cadeau. Les filles remarquent une fois de plus à quel point les mariés s'emboîtent, comme s'ils sortaient d'un des tableaux de Sarina. Léon accompagne Aïcha dans ses appartements, gênée d'être intervenue dans le processus d'essayage, la jeune fille lui assure qu'elle est flattée par son attention. Esha admet à quel point il est important pour elle que ce soit Léon qui l'ait aidé à choisir une robe spéciale pour le jour le plus important de sa vie. La jeune fille craint que l'achat de toutes ces robes coûte très cher au duc. Léon assure à la mariée qu'un tel événement vaut n'importe quelle dépense, car le divorce est impossible dans leur royaume. Esha se rend compte qu'elle passera toute sa vie avec Léon et est surprise de voir à quel point cette pensée lui réchauffe l'âme. Le majordome s'approche et rappelle au duc que la réunion prévue est sur le point de commencer. Léon s'excuse d'avoir dû quitter sa fiancée, Esha traite cela avec compréhension. S'occupant du marié, la jeune fille marmonne qu'ils se reverront très bientôt à leur mariage. De façon inattendue, Léon revient, ramasse une mèche de cheveux de la jeune fille et dit tendrement qu'Esha sera la plus belle mariée du monde. Esha répond qu'elle sera la plus belle uniquement parce que Léon sera le marié, son cœur bat joyeusement. Le soir,
Une réception pour la société laïque d'Amalie a lieu au palais impérial. Tous les nobles de l'Empire se sont réunis à la réception. On ne parle que du mariage du duc, les femmes parlent de la mariée. Escha est traité de diable ignoble et avide, et il discute du fait que la véritable raison du mariage est le commerce des pierres énergétiques. Il discute également de Sa Majesté le Duc, le qualifie de cruel et d'insensible et arrive à la conclusion que ce couple a été conçu par le ciel, la diablesse Lublira et le monstre du Nord. À l'écart des commérages locaux se trouve une charmante dame, Louise Variette, la fille aînée de la famille Variette. Louise désapprouve les propos vides de sens et considère comme une stupidité mal élevée de discuter des gens dans leur dos. Le compagnon de Louise remarque que les filles du coin n'ont tout simplement rien à faire et que le titre et la personnalité du duc sont source d'envie. Miss Variette est surprise par l'identité de la mariée, elle suppose que l'épouse du duc serait l'héritière directe du roi Lublir. Le jeune compagnon explique que toutes les filles du roi sont déjà mariées et que la famille Clox est une branche secondaire de la famille royale, la mariée convient donc parfaitement au statut de duc. Malgré la récente condamnation des rumeurs locales, les filles commencent à se demander si la nouvelle diablesse est vraie, pensant vaguement que si cela est vrai, alors la société locale est très malchanceuse. Une réception a lieu au château du roi Lublir. Les filles discutent avec ennui que les choses ont changé récemment dans la société. Après le départ de leur sœur aînée Clox, il n'y avait plus rien à discuter. L'une des dames affirme que depuis quelque temps, l'admiration pour Madame Lilir a sensiblement diminué. La jeune fille dit que le dernier événement caritatif a échoué précisément à cause du plus jeune Clox, elle a acheté beaucoup de poissons, mais n'a pas pris soin de le conserver. À la date de l'événement, tous les poissons étaient pourris, les gens faisaient la queue pendant des heures et, à la fin, ils n'avaient reçu que du pain. Les dames rappellent que lors de la dernière exposition d'Escha, beaucoup d'argent a été collecté, mais en vain. Dora apprend à Escha comment porter correctement un long ourlet d'une robe. La fille acquiert des connaissances à la volée, elle est merveilleuse dans toutes les situations. Dora se demande si Escha s'est bien souvenue de ce qu'elle devait faire pendant le goûter du soir. La jeune fille répond docilement que selon l'ancienne tradition d'Amalisa, si un petit bouquet est servi, vous devez collecter les bourgeons et les placer dans une tasse. Si vous servez un grand bouquet, alors ces fleurs doivent être utilisées au prochain thé. Faire la fête. Sur le chemin de ses appartements, Escha dit au majordome qu'elle est très fatiguée et qu'il n'est pas nécessaire de la presser pour le dîner. La jeune fille remercie sincèrement Luan pour son aide et ses soins et espère qu'après le mariage, il prendra soin d'elle. La dernière nuit avant le mariage, Escha est très excitée, n'arrive pas à dormir et regarde par la fenêtre. La jeune fille se demande si cet endroit peut devenir sa nouvelle maison, quand on frappe à la porte. Léon se tient sur le seuil. Il est venu voir sa fiancée et l'inviter à faire une promenade. Le couple se promène dans le jardin de verre du domaine, Escha admettant qu'elle est inquiète. Léon dit que lorsqu'il a appris le remplacement de la mariée, il n'y a attaché aucune importance, car cette union était censée devenir uniquement politique, mais maintenant tout a changé. Le jeune homme avoue à la mariée qu'il est vraiment heureux de passer toute sa vie avec elle. Le duc regrette de ne pas pouvoir donner son amour à la fille. Il fera tout son possible pour être un bon mari. Léon promet qu'Escha ne regrettera pas sa décision de l'épouser et considérera les terres du Nord comme sa maison. La jeune fille est heureuse d'entendre ces paroles et promet qu'elle deviendra également une bonne épouse pour lui. Le couple se donne la main, la fille regarde le garçon dans les yeux, pense que s'il devient son mari, alors leur mariage, toute leur vie future sera merveilleuse. Le mariage le plus attendu aura lieu au palais de l'empereur Amali. Aïcha arrive le matin au palais impérial, la servante emmène la jeune fille dans ses appartements. La jeune fille est émerveillée par le luxe avec lequel même le château du duc ne peut se comparer, ce palais mérite vraiment d'être appelé impérial. Dans les chambres, Escha rencontre Dora et Anna et de nombreuses autres servantes. Tout le monde est impatient de commencer les préparatifs. Dora rit en disant qu'une mariée le jour de son mariage est comme une combattante sur le champ de bataille. Anna est déterminée à faire d'Escha la plus belle des mariées. La folle préparation commence, il faut avant tout se maquiller. Porteur une robe de mariée peut être assimilée à une forme d'art à part entière. Quelques heures plus tard, toutes les filles pouvaient à peine se tenir debout, il ne restait plus que la touche finale, décorer la tête de la mariée avec un voile. Finalement, Dora annonce que les préparatifs de la mariée sont terminés. Dora, son assistante et les autres filles sont figées d'admiration, elles n'ont jamais vu une si belle mariée. Léon a également fini de s'habiller, le majordome lui rappelle que la cérémonie va bientôt commencer. Luan regarde son maître avec fierté. Sur le chemin de la salle de cérémonie, le duc demande au majordome comment se sent son épouse. Luan répond que la dame, comme une véritable aristocrate, reste calme et gracieuse dans toutes les situations. Sur le seuil de la salle, Luan baisse la tête avec respect et félicite de tout cœur son maître pour son mariage. Avant d'entrer dans la salle, le valet de pied rappelle au duc l'ordre de la cérémonie. Après la prononciation des vœux,
les jeunes mariés se rendent à une réception de gala. Le mariage est considéré comme terminé après que chaque représentant de la noblesse du royaume ait présenté ses félicitations. Le duc entre dans la salle, se dirige fièrement vers l'autel, le prêtre invite la mariée. Aïcha entre dans la salle, tous les regards sont tournés vers elle, un soupir d'admiration se fait entendre dans toute la salle. Les mariés se tendent la main, la cérémonie commence. Son Excellence Luca-Léon Wintnett et Madame Aeschan-Clox se jurent mutuellement un amour éternel. Leurs vœux ont été entendus par le ciel, désormais ils seront des partenaires fidèles l'un pour l'autre pour le reste de leur vie. Le couple échange des alliances. Aïcha dit joyeusement qu'elle appartient désormais à son mari et qu'il appartiendra toujours à sa femme. Le duc embrasse tendrement la main de son épouse. Les jeunes mariés sortent sur le balcon pour assister à leur union devant tous les habitants du royaume. Les jeunes filles ne cachent pas leur déception, le royaume a perdu son époux le plus éligible. Le duc et la duchesse de Wintnett seront désormais considérés comme le plus beau couple du royaume d'Amalie. Dora prépare Aïcha pour une réception de gala, la jeune fille lui demande de se défaire les cheveux. L'assistante est perplexe, cela va attirer l'attention de tous. Aïcha avoue sournoisement qu'elle veut détourner l'attention sur sa personne pour que les gens parlent moins du manque de famille du côté de la mariée. Selon la tradition, avant le banquet, les jeunes mariés doivent se présenter devant l'empereur. L'empereur souligne les services rendus par la famille Wintnett à l'État, prononce joyeusement le premier toast aux jeunes mariés et annonce le début de la célébration. Les verres tintent partout et des toasts se font entendre au couple Wintnett. Les musiciens commencent à jouer et la première danse des jeunes mariés est annoncée. Des centaines d'yeux regardent le jeune couple, il est difficile d'imaginer des époux plus beaux. Aïcha exprime son admiration pour la belle danse, le duc est flatté. Les jeunes qui regardent admirent Léon, ils reconnaissent immédiatement en lui un vrai duc et sa femme est excellente. Les jeunes filles allaient la gronder, mais elles furent obligées d'admettre que tout allait bien chez la mariée. Après avoir terminé la danse, Aïcha va rencontrer les nobles dames locales, Léon promet d'être à proximité. Aïcha s'approche d'une des tables et se présente aux dames. L'une des filles se lève, félicite poliment la duchesse pour son mariage et se présente sous le nom de Louise Varietti. À la suite de Louise, le reste des filles se présentent amicalement et invitent Aïcha à s'asseoir à leur table. Aïcha et Louise discutent d'un état voisin qui a complètement aboli le principe de hiérarchie. Aïcha note que c'était une erreur, ils ont divisé la propriété entre les gens, renforçant ainsi le système hiérarchique, ce qui a conduit à un écart encore plus grand entre les pauvres et les riches. Louise demande si cela a affecté Lublir. Aïcha se souvient tristement de tous ses désaccords avec sa sœur cadette et admet malheureusement que cela a eu un très grand impact sur son ancien royaume. La duchesse parle avec approbation de la répartition des responsabilités selon le niveau de statut social, comme il est d'usage dans le Nord, qu'en même temps le peuple approuve et soutient la noblesse et l'empereur. Louise admire l'intelligence, la perspicacité et le tact de la duchesse et demande la permission de lui écrire des lettres. Aïcha est flattée de la confiance que Miss Varietti lui accorde et accepte volontiers d'entretenir une correspondance. Léon observe sa femme de loin, constatant avec bonheur avec quelle facilité elle se fait des alliés dans une société jusque-là inconnue. Après de nombreuses heures, les jeunes mariés montent dans la voiture et rentrent chez eux. Aïcha avoue avec gêne que ce fut une journée longue et difficile, elle était complètement épuisée. Léon propose pensivement de s'allonger sur son épaule et de se reposer pendant le long voyage de retour. Aïcha s'appuie contre l'épaule de son mari et s'endort instantanément. La servante accompagne la jeune fille dans les appartements du duc. Aïcha est confuse, effrayée et nerveuse à l'idée de sa prochaine rencontre seule avec son mari. Le duc se tient à la fenêtre, impatient de rencontrer sa jeune épouse. La porte s'ouvre, Aïcha entre, les jeunes se rapprochent. Le lendemain matin, Léon s'occupe des affaires. Le duc informe Luan qu'aujourd'hui il doit prêter serment aux chevaliers de l'ordre noir, ordonne au majordome de s'assurer que les chevaliers de l'ordre blanc sont sur le terrain d'entraînement toute la journée. Luan hoche la tête, note que les chevaliers des deux ordres ne devraient pas se rencontrer, que les chevaliers de l'ordre blanc sont trop arrogants et par donner des ordres. Léon a du mal à se concentrer sur l'actualité, dans son esprit, il revient constamment à la nuit précédente. Assis sur le lit conjugal, le duc demande soigneusement si Aïcha a réussi à se reposer, la jeune fille répond qu'elle a merveilleusement dormi. Le jeune homme se rapproche d'Aïcha et remarque qu'elle frémit de peur. Léon dit qu'il respecte la décision d'Aïcha, la jeune fille est perplexe, ne comprend pas de quoi il parle. Le jeune homme explique qu'il ne touchera pas la fille tant qu'elle ne le voudra pas. Aïcha est encore plus embarrassée, car c'est son devoir d'être avec lui ce soir-là. Son mari calme la jeune fille et lui dit que son devoir est de prendre soin d'elle. Le couple se couche, Aïcha s'endort rapidement. Léon regarde Aïcha endormie, elle est d'une beauté si séduisante qu'il ne peut pas la quitter des yeux. Le jeune homme enlève les vêtements de son épaule et se rend compte qu'il ne pourra pas tenir sa promesse envers la jeune fille, mais la belle Aïcha en est la seule responsable.
un garçon joyeux entre dans les appartements d'Aïcha, se présente comme Eric, explique qu'il est un apprenti majordome, envoyé pour servir sa maîtresse. Le jeune homme rapporte qu'il remplace son grand-père Luan. Ses tâches consistent notamment à surveiller l'emploi du temps de la maîtresse et à l'aider dans tous les domaines. En se promenant dans le jardin, Eric dit à Aïcha que la famille Wintnet compte 2 ordres de chevaliers, le blanc protège les terres du duc et mène des expéditions hivernales, le noir est engagé dans la protection personnelle du duc et de sa famille. Eric rapporte qu'aujourd'hui Aïcha doit prêter serment aux chevaliers de l'ordre noir, elle doit y aller sans conjoint, montrant ainsi son indépendance et son indépendance. À l'approche d'un embranchement, le petit assistant est perdu, il ne se souvient plus sur lequel des 2 terrains d'entraînement se trouve l'ordre noir. Eric a très peur de ne pas pouvoir faire face à une tâche aussi simple, il dit avec confiance à la dame qu'elle doit tourner à droite, Aïcha la remercie et se dirige vers le terrain d'entraînement. Eric est horrifié, il espère vraiment avoir montré le bon chemin, sinon sa tête ne lui explosera pas. Pendant ce temps, sur le terrain d'entraînement de l'ordre blanc, Joseph, l'un des chevaliers, faisant preuve d'une force remarquable, espère battre le record. Les jeunes gens debout à côté, en riant, discutent du fait que Joseph essaie en vain, le titre de plus fort de leur ordre appartient depuis longtemps à Aileen Bramble. En entendant cela, Joseph devient furieux. Le jeune homme serre les poings et propose de se battre, la jeune fille refuse calmement, expliquant qu'elle gagne toujours. Joseph commence à provoquer la jeune fille, elle ne supporte pas l'impudence et une bagarre sans suite. Les chevaliers qui se trouvent à proximité décident d'intervenir ou non. Le commandant de l'ordre blanc, Laidmer, arrive sur le terrain d'entraînement. Les chevaliers remarquent la silhouette de la duchesse et se fichent de perplexité, ils apprennent qu'aujourd'hui elle prête serment au chevalier noir. Aïcha la salue et lui dit qu'elle est venue prêter serment d'allégeance en tant qu'épouse du duc. Pendant ce temps, les chevaliers de l'ordre noir se mettent en formation et attendent leur nouvelle maîtresse. Le commandant de l'ordre craint qu'il n'arrive quelque chose à la duchesse et ordonne aux chevaliers de partir à sa recherche. Les chevaliers de l'ordre blanc ont des capacités magiques, ils peuvent donc facilement déterminer quel type de magie une autre personne utilise. Aaron, l'un des plus jeunes chevaliers, à sa grande surprise, ne peut pas révéler la nature de la magie d'Aïcha, soit sa magie est trop puissante, soit elle possède de la magie noire. Aïcha se rend compte qu'elle s'est trompée d'ordre, elle est gênée, s'excuse et dit qu'elle reviendra une autre fois. Les chevaliers sont perplexes, ils ne se sont jamais retrouvés dans une situation aussi étrange. Le commandant les arrête Aïcha, le destin lui-même leur a amené la duchesse. Lad dit à la fille que puisqu'elle est déjà venue chez eux, l'ordre est prêt à lui prêter allégeance, mais avant cela, elle doit passer un examen. Aïcha est quelque peu effrayée par le ton sévère du commandant et se demande quelle est l'essence de l'examen à venir. Soudain, des cris sauvages se font entendre sur le côté et 2 jeunes hommes tombent de l'écurie. Des cris guerriers se font entendre, des épées sont tirées, les gars se précipitent les uns sur les autres. Lad soupire désespérément, marmonnant que cela ne finira jamais. Soudain, le commandant exprime l'essence de l'examen, vous devez arrêter le combat de quelque manière que ce soit, vous pouvez utiliser des armes ou demander de l'aide à d'autres chevaliers, l'essentiel est qu'Aïcha doive prouver qu'elle est une vraie dame. La duchesse se dirige avec confiance vers les chevaliers, emportée par le combat. Lady Aileen Bramble regarde la jeune fille avec scepticisme, suggérant qu'en essayant d'arrêter le combat, Aïcha sera impolie et fera référence à sa noble origine. En s'approchant des jeunes hommes, la duchesse lève brusquement la main d'où jaillit une puissante flamme de feu magique et un bruit de tonnerre se fait entendre. Par surprise et par peur, les jeunes hommes lâchent leurs épées et tombent au sol, avec un profond craquement entre eux. Les jeunes regardent la duchesse sous le choc, l'un d'eux crie que la passion et l'énergie bouillonnent chez la jeune fille. Aïcha répond que la passion et l'énergie sont plutôt un inconvénient pour des chevaliers comme eux, demande d'arrêter le combat, la main de la duchesse est toujours en feu. Le commandant Lad regarde sa maîtresse, abasourdi, et se met au garde à vous. Aïcha se tourne vers le commandant, lui demande froidement si cela suffit, Lad hoche la tête en silence. Soudain, le commandant de l'ordre blanc tombe à genoux et dit que l'ordre blanc jure de servir fidèlement madame. Les chevaliers restants, à la suite du commandant, s'agenouillent et prêtent allégeance à la duchesse jusqu'à ce que l'hiver prenne leurs âmes. De retour au château, Aïcha rencontre un Luan bouleversé, tenant son petit-fils par la peau du cou, lui demandant pardon, assumant la responsabilité du mauvais enseignement d'Eric. La duchesse rassure le majordome, explique que tout s'est bien passé, lui en promet d'attribuer une servante à la jeune fille pour que cela n'arrive plus à l'avenir. Soudain, Aïcha est interpellée par Lady Aileen. La dame chevalier demande pardon à Aïcha pour son insolence et son impolitesse sur la place du marché, la duchesse répond que tout appartient au passé et qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Aileen se met à genoux et dit qu'elle veut dédier son tout premier serment d'allégeance à son Altesse la duchesse.
Aisha est stupéfaite et n'arrive pas à croire que Lady Aylin veuille être son chevalier. Aylin explique que lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, elle a décidé qu'Aisha était une aristocrate mesquine et grossière, mais elle sait maintenant à quel point la duchesse est forte, courageuse et talentueuse. Aylin supplie madame de lui donner une autre chance, l'opportunité de ne servir qu'elle. Aisha demande une pétition, dit qu'elle est obligée de refuser, qu'elle n'a pas besoin d'un chevalier, elle avait juste besoin de prêter officiellement serment. Aylin ne croit pas au refus, dit qu'elle a vaincu les meilleurs épéistes d'Amalie, son habileté n'est surpassée que par celle de son excellence, elle soupçonne que la duchesse ne l'aime tout simplement pas. Aisha assure que ce n'est pas une question de sympathie, elle ne fait tout simplement pas confiance au chevalier. La dame déprimée retourne au terrain d'entraînement et reste longtemps debout sur le site de la fracture, pensant à tout ce qu'elle a entendu. La jeune fille pense que si la duchesse ne l'accepte pas comme chevalier, elle changera de position. Aylin s'approche du commandant et déclare qu'elle a besoin de longues vacances. Au dîner, Aisha parle fièrement à son mari de l'examen et du serment de l'ordre blanc. Léon demande anxieusement si elle a été blessée, s'étant calmé, il dit qu'il était absolument sûr qu'Aisha s'en sortirait. Après le dîner, le duc invite sa femme à se promener dans le jardin, la jeune fille accepte volontiers. Il fait beau dans le jardin et, pour une raison quelconque, les fleurs fleurissent malgré l'hiver. Léon dit que les fleurs s'appellent Vintdé, elles ne poussent que sur le territoire du duché et ne fleurissent qu'en hiver. Aïcha admire les fleurs et respire leur parfum avec plaisir. Léon dit que dans leur région, il existe une légende sur une fille qui a sauvé Wintnet d'un mauvais esprit. Il y a bien longtemps, un esprit maléfique envoyait son souffle glacial sur ces terres pour s'amuser. L'hiver éternel a commencé dans le duché de Vintney, des gens glacés et affamés ont commencé à mourir. Et puis elle est apparue, est venue vers le mauvais esprit et a commencé à demander grâce. Un esprit maléfique a planté une graine dans le cœur de la jeune fille, si elle germe et qu'une fleur fleurit, l'hiver prendra fin. Si la fille échoue, l'hiver à Wintnet ne finira jamais. Les habitants, voyant le rayonnement du cœur de la jeune fille, décidèrent quelle était la raison pour laquelle l'hiver sur leur terre ne se terminait pas. La jeune fille a subi les attaques des habitants, puis un jour, l'hiver s'est terminé et la jeune fille a disparu avec lui, fondant avec le dernier flocon de neige. Et puis la vérité a été révélée aux gens, mais il était trop tard, depuis lors, en souvenir du salut miraculeux, des fleurs appelées Vintdé ont poussé. Aisha est impressionnée par une si triste légende. Léon dit que la légende est très célèbre dans les terres du Nord, sa mère lui en a parlé étant enfant, Aisha demande au duc de lui parler de sa mère. Le jeune homme raconte que sa mère est née dans un petit domaine familial, qu'elle est archéologue de profession, et lorsqu'elle est devenue duchesse, elle a souvent effectué des fouilles sur ces terres. Léon demande à la jeune fille de lui parler de sa famille, la jeune fille dit qu'ils sont des gens sages puisqu'ils ont décidé de la marier au duc du Nord. Soudain le vent souffle, il fait froid, le duc tient le châle sur les épaules de la jeune fille et l'invite à rentrer au château. La matinée dans l'aile de l'ordre blanc est amusante, les chevaliers jouent à la punition et discutent activement des vacances soudaines d'Aylin. La porte s'ouvre, Lady Bramble se précipite dans la pièce, elle est visiblement de mauvaise humeur. Les chevaliers saluent leur amie et lui demandent en riant de lui parler de ses projets pour les prochaines vacances soudaines. Aylin n'a pas l'intention de discuter de ses affaires, prend les documents signés et s'en va en silence. Des servantes se font entendre au coin de la rue, elles discutent du fait que jusqu'à présent, personne n'a réussi la sélection pour le rôle de la dame d'honneur. Aylin s'est arrêtée et a écouté, les servantes ont dit quel grand honneur c'était de devenir la demoiselle d'honneur de la duchesse. Aylin propose un plan brillant par sa simplicité. Au bureau, Aisha et Luan discutent de la punition d'Eric, la duchesse ne veut pas le punir strictement, il est encore un enfant, mais il doit comprendre l'entière responsabilité de son travail. Le majordome rapporte que le matin ils ont finalement choisi une demoiselle d'honneur pour la duchesse, avant de commencer le travail, elle viendra saluer sa maîtresse. La jeune fille est heureuse et excitée, se demandant qui cela pourrait être. La porte s'ouvre, Aylin Bramble entre dans la pièce, se présente selon les règles et annonce qu'elle est la nouvelle demoiselle d'honneur de la duchesse. La jeune fille sourit gentiment et demande à la dame de l'appeler simplement Lina. Quand Aisha était encore une fille, ses parents ont assigné un chevalier pour la garder. Le jeune homme a protégé la jeune fille de tous les ennemis, des commérages et des commérages. Entre autres choses, le gars était très attentionné, il a complètement charmé Aisha par son attention. Un jour, la jeune fille a décidé d'offrir un cadeau à son chevalier, en s'approchant du poste de sécurité, elle a entendu des rires et des conversations bruyantes, le jeune homme s'est vanté auprès de ses camarades avec quelle facilité Miss Aisha est tombée sous son crochet. Le chevalier dit qu'il n'est pas du tout facile de voir son visage hypocrite et froid tous les jours, il espère recevoir de bonnes recommandations et devenir un vrai chevalier. Aisha est choquée par ce qu'elle entend,
c'est la première trahison de sa vie. La duchesse se réveille et ne comprend pas longtemps s'il s'agit d'un rêve ou d'une réalité. La jeune fille se lève avec précaution, essayant de ne pas perturber le sommeil de son mari. Léon se réveille, préoccupé par l'état d'agitation d'Aisha et demande quel genre de mauvais rêve a perturbé la jeune fille. Aisha ne veut pas parler, elle détourne la conversation en disant qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Le duc se lève et demande s'il est vrai que le chevalier Bramble est désormais la dame d'honneur. Aisha confirme avec embarras, elle-même n'arrive pas à croire que cela soit vrai. Léon dit qu'il fait entièrement confiance à Aileen, elle est une amie et une camarade fiable, Aisha est désormais sous une protection fiable. Le matin du premier jour ouvrable, Lina demande soigneusement si la dame s'est bien reposée. Aisha s'intéresse à la façon dont Lina a obtenu le poste de demoiselle d'honneur, la jeune fille répond qu'elle a simplement soumis une candidature et a réussi la sélection. La duchesse est occupée par ses affaires, elle jette de temps en temps un coup d'œil à sa demoiselle d'honneur. Rayonnante de bonheur et de joie. La duchesse ne sait pas comment se comporter avec la jeune fille, elle est gênée et demande à apporter une tasse de thé. La duchesse boit du thé, qui s'avère étonnamment savoureux. Quelques heures plus tard, la duchesse n'en peut plus, invite la jeune fille à s'asseoir, la demoiselle d'honneur rayonne, dit qu'il est plus pratique pour elle de rester debout. Aisha se sent très mal à l'aise et ne comprend pas comment se comporter avec Lina. Décidant de rester seule un moment, la duchesse envoie sa demoiselle d'honneur avec des documents. Aisha est complètement confuse, elle ne comprend pas de quoi elle est le plus fatiguée, du travail ou de Lina. Devant la porte, la demoiselle d'honneur serre les papiers contre elle, pense que la duchesse lui a enfin confié la première tâche et veut l'accomplir le plus rapidement possible. Lina se précipite dans le couloir, le chevalier Joseph la remarque et la reconnaît à peine. Depuis tôt le matin, la duchesse est occupée à ses tâches professionnelles. On frappe à la porte, Lina l'ouvre, aperçoit Aaron sur le seuil, le jeune homme n'en croit pas ses yeux. Lady Knight couvre la bouche d'Ahorn et promet que s'il parle, elle l'enterrera vivant. Le jeune chevalier est perplexe et se rend compte qu'hier Joseph disait la vérité lorsqu'il disait qu'Aileen était désormais la demoiselle d'honneur de la dame. Aaron tend une enveloppe à Aisha et dit qu'il a apporté tous les documents nécessaires au choix des servantes. La duchesse entend le bruit des roues à l'extérieur de la fenêtre et remarque que ces derniers temps les charrettes partent et reviennent constamment. Lina met ses mains sur le verre et dit que l'hiver arrive. La demoiselle d'honneur dit que le moment est venu de préparer les provisions avant l'hiver et que les chevaliers blancs se préparent pour l'expédition. Aisha dit qu'elle a déjà entendu Eric parler de l'expédition hivernale et demande à Lina de lui en dire plus. La demoiselle d'honneur dit que c'est le devoir le plus important des chevaliers blancs. Chaque année, ils se rendent dans les territoires d'hiver pour couper le chemin de l'hiver. Aaron propose d'assister au rassemblement des chevaliers dès maintenant, si son Altesse n'y voit pas d'inconvénient. Lina proteste, craignant la réaction des chevaliers face à son statut actuel, et suggère à la place à la duchesse de faire une pause et de se reposer. Aisha répond calmement que puisqu'elle est en pause, il est temps d'assister au camp d'entraînement. Les représentants des deux ordres se sont réunis dans le bureau du duc, ce qui arrive assez rarement. Le commandant de l'ordre noir note que protéger le duc et ses terres est bien plus important que de partir en expédition une fois. Joseph de l'ordre blanc dit au commandant que les mouches bourdonnent trop fort. Les chevaliers des deux ordres sont prêts à se lancer dans la bataille, ils ne supportent pas la présence l'un de l'autre. Léon dit calmement que s'ils continuent dans le même esprit, alors pour démontrer leur force, ils transporteront du bois de chauffage à main nue, sans charrette ni assistant. Le duc lit attentivement la lettre, il est très préoccupé par les nouvelles qu'il a reçues. Soudain Aisha entre dans la pièce, les chevaliers des deux ordres saluent respectueusement leur maîtresse. Léon se lève brusquement, il ne s'attendait pas du tout à ce que sa femme vienne à la rencontre des chevaliers. Avec un doux sourire, invite les hommes à faire une pause et à se distraire des affaires avec une tasse de thé. Les chevaliers blancs entourèrent Lina, se moquant d'elle pour avoir changé son uniforme de chevalier en robe de demoiselle d'honneur. Léon dit à sa femme que dans leur région, l'hiver n'est pas seulement la saison de l'année, pour que l'hiver soit calme et chaud, il faut l'interrompre grâce à la magie des cheminées de fées. Le duc dit que seul le chef du clan Wintnet peut éveiller la magie. Léon explique qu'après avoir prêté serment au chef du clan, cette magie s'éveille chez les chevaliers blancs, c'est pourquoi ils ont toujours eu une position particulière dans le royaume. Aisha se retourne vers Lina, elle a entendu dire qu'Elina est la seule chevalier qui n'a pas prêté serment au duc, ce qui signifie qu'elle n'a pas cette magie. Léon répond que la situation avec Lina est particulière, si seulement elle le veut, elle reviendra dans l'ordre. Aisha demande si Léon peut interrompre l'hiver. Léon répond en riant que bien sûr qu'il le peut, c'est pourquoi il est le duc. La duchesse prend délicatement la main de son mari et lui demande de faire attention. Cachée profondément sous terre se trouve la demeure des Yarandi, un endroit qui draine toutes vos forces.
Un étrange jeune homme se promène dans ce royaume de neige et de glace. L'immense salle est pleine de créatures cachées sous des robes, c'est un lieu de rassemblement pour les âmes mortes pour leur nouvelle renaissance en démons. Les yeux du jeune homme brûlent d'un feu diabolique, il ordonne aux créatures d'aller chasser. Léon s'apprête à partir et regrette de ne pouvoir accompagner Aïcha au port. La jeune fille assure à son mari que rien ne lui arrivera, qu'elle dispose d'une sécurité fiable et demande au duc d'être prudent lors de l'expédition. Lina dit qu'il y a un vent fort qui souffle dehors, elle va chercher une cape et nous pourrons y aller. Lorsque la demoiselle d'honneur passe, la jeune servante sursaute visiblement, Aïcha demande avec perplexité quel est le problème. La femme de chambre dit qu'hier, elle et Lina marchaient dans le couloir et ont soudainement entendu des voix. Les deux servantes discutaient de la duchesse et de toutes les rumeurs qui circulaient à son sujet. L'une des filles dit que la dame était très arrogante, menait une vie luxueuse et harcelait également sa sœur cadette. Lina ne peut pas tolérer une telle insolence, elle fond sur les servantes comme un cerf-volant, leur criant qu'il faudrait leur tirer la langue pour une telle insolence. En voyant Lady Bramble, les filles sont mortes de peur et implorent de leur pardonner. La jeune servante dit que Lina est la fille du marquis Bramble, c'est la deuxième famille la plus influente d'Amalie, les Bramble sont célèbres pour leur honnêteté et leur altruisme, ils ne prêtent pas allégeance à n'importe qui. Aïcha est très surprise, elle commence à regarder Lina avec des yeux complètement différents. La demoiselle d'honneur revient et dit que les prétendants arriveront bientôt, il faut y aller. La duchesse est d'accord et regarde attentivement Lina. Sur le chemin vers le port, Aïcha dit que ces derniers temps les expéditions sont de plus en plus fréquentes et demande à Lina à quoi cela peut être lié. La demoiselle d'honneur raconte que peu de temps après le mariage, les chevaliers de l'Ordre Blanc ont commencé à découvrir des traces des Yarandis, Aïcha n'en avait jamais entendu parler. Lina explique que les Yarandis sont les ennemis éternels de Vintney, ils adorent l'hiver et utilisent la magie noire. Lady Knight dit que les Yarandis sont des fanatiques très rusés et ennuyeux, c'est pourquoi le duc est si vigilant envers tous ceux qui viennent dans le royaume. La duchesse comprend que Léon ne voulait pas la déranger, alors il n'a rien dit. Remarquant l'anxiété dans les yeux de la dame, Lina assure qu'elle n'a rien à craindre, même si tout l'Ordre Blanc attaque le duc, ils ne pourront pas le vaincre. Aïcha dit avec un sourire que puisque le chevalier Bramble elle-même a tellement confiance en Léon, elle n'a rien à craindre. La demoiselle d'honneur dit soudain que quoi qu'il arrive, elle protégera toujours sa maîtresse, en réponse Aïcha décide également d'être franche. La duchesse dit qu'elle imaginait les chevaliers plus forts et plus fidèles que quiconque, mais il s'est avéré qu'ils ne sont pas différents, ils peuvent être cruels et vils. Lina est très contrariée qu'à cause d'un scélérat, la dame ait perdu confiance dans les vrais chevaliers, mais elle essaiera de gagner la confiance d'Aïcha. La duchesse se voit présenter deux candidates comme servantes, la brune Sisi et la blonde Ira. Aïcha les salue, demande où est l'autre fille, car il devrait y avoir 3 prétendantes. L'un des chevaliers noirs dit que la dernière chose qu'ils ont entendue d'elle, c'est qu'elle a pris un bateau pour Wintenet. La duchesse demande à savoir ce qui s'est passé. Le jeune homme admet que la jeune fille a disparu. L'agent de sécurité affirme que, selon ses informations, la jeune fille est bel et bien montée à bord du navire, mais a ensuite semblé tomber à travers le sol. Aïcha demande à Sisi et Hera ce qu'elles en pensent. Sisi dit qu'il peut s'agir de machinations d'ennemis, mais la dame, en tant que duchesse de Vintney, doit certainement comprendre elle-même ce qui s'est passé. Ira a peur que la dame soit en danger et elle doit partir le plus tôt possible dans un endroit sûr. Aïcha dit qu'elle est d'accord avec Sisi, mais Lina a un mauvais pressentiment et tente de dissuader la duchesse. Aïcha convainc la demoiselle d'honneur que puisque la jeune fille a disparu sur le chemin, elle n'a pas le droit de fermer les yeux sur elle. Quand tout le monde a quitté la pièce, Aïcha demande à Lina de faire attention. Il fait déjà nuit dehors, Aïcha avec ses gardes, sa demoiselle d'honneur et 2 filles se dirigent vers le port. Soudain, Sisi s'arrêta avant de s'engager dans une ruelle plongée dans l'obscurité. Sisi crie en pointant du doigt la ruelle qu'il y a quelque chose là-bas. Sisi court dans la ruelle et disparaît dans l'obscurité, tout le monde crie et essaie d'arrêter la jeune fille. Des cris déchirants se font entendre dans la ruelle, tout le monde sent instantanément le danger approcher. Tombe au sol avec un fracas terrible. Aaron rapporte au duc que tous les ennemis ont été détruits, mais rien d'inhabituel n'a été découvert. Léon examine la cachette détruite de Yarandi, ne comprend pas comment des fanatiques aussi rusés et dangereux se sont laissés découvrir si facilement, quelque chose n'est pas propre ici. Précédemment blessé, se met à rire terriblement. Yarandi crie à Léon de profiter de son apparence arrogante tant qu'il le peut encore, le clan Yarandi lui rendra au centuple ce qu'il a fait aujourd'hui. Léon était abasourdi, il réalisa que cet abri n'était qu'une manœuvre de diversion, Aïcha était désormais dans le principal danger. Le duc, sans dire un mot au chevalier, saute sur son cheval à une vitesse fulgurante, il a peur d'être en retard. Léon se précipite à toute vitesse, priant Dieu pour que tout aille bien pour Aïcha. Pendant ce temps, au port, Aïcha, Lina, Hera et les chevaliers se tiennent à l'entrée d'une ruelle sombre.
Les chevaliers blancs demandent à Aïcha de rester immobile, et eux-mêmes, dégainant leurs épées, se dirigent vers l'obscurité. Les chevaliers se retournent et rapportent qu'ils ont découvert l'aura du Yarindi. La dame doit retourner d'urgence au château avec le chevalier Brambeil. Aïcha demande combien de Yarindi il sent. Les jeunes hommes admettent que des fanatiques rusés utilisent la magie du déguisement, il est donc impossible de savoir exactement combien ils sont. La duchesse déclare qu'elle reste et les chevaliers doivent choisir le plus rapide afin d'informer son excellence de tout au plus vite. Soudain, des tentacules noirs surgirent de l'obscurité, attrapèrent l'un des chevaliers et l'entraînèrent instantanément dans l'obscurité. Un grand grondement se fait entendre, au centre de l'allée, éclairé par une lueur menaçante. Sissi est assise, elle tient dans ses bras un chevalier mort, d'éphémères tentacules noirs se balancent derrière elle. Sissi regarde Aïcha attentivement et sourit. Le traître remarque que la duchesse ne semble pas surprise. Aïcha répond que Sissi est une mauvaise actrice, la duchesse est venue ici seulement pour voir son vrai visage, demande à Yarandi pourquoi elle est venue ici. Sissi rit et répond qu'ils sont venus détruire elle, la duchesse de Vindenay, un obstacle sur leur chemin. Soudain, Sissi perd son apparence humaine, et des voix se font entendre d'une voix morte selon lesquelles l'existence de la duchesse les dégoûte, et si elle donne naissance à un enfant, cela mettra tous les plans de Yarandi en grand danger. Elle dit que les Yarandi suivent les préceptes de l'hiver, les gens ne comprennent pas la perfection du résultat lorsqu'une personne meurt engloutie par la neige et la glace. Sissi crie avec colère que sans Vindenay, les Yarandi auraient depuis longtemps fait en sorte que l'hiver engloutisse tout et tout le monde. Lina essaie de faire taire Aïcha. Elle dit que l'aura du Yarandi est très inhabituelle et donc dangereuse. Avec un sifflement, Sissi réveille ses camarades, leur ordonne de déchirer tout le monde en petits morceaux, mais de ramener la duchesse vivante. Les chevaliers se précipitent instantanément pour protéger Madame. Lina protège sa maîtresse et combat de toutes ses forces de terribles monstres. Aïcha ne va pas rester à l'écart, un fracas se fait entendre et une flamme magique commence à tourbillonner autour de sa main. La jeune fille crée un dôme protecteur magique sur elle-même et sur Hera sans défense. Lina ne veut pas quitter sa maîtresse, mais Aïcha lui demande d'aller au secours des chevaliers. La duchesse la convainc qu'elle n'est pas si faible. En se cachant derrière les chevaliers, elle saura se protéger. La demoiselle d'honneur tient une lame à la main et se précipite dans la foule des démons. Un éclair magique atteint les chevaliers, ils sentent le soutien de leur maîtresse. Aïcha met toutes ses forces à rude épreuve, fait appel à tout son pouvoir magique. Sissi voit la force d'Aïcha, est surprise et dit en riant que les époux se sont retrouvés, que le monstre a épousé la diablesse. Pendant ce temps, Léon a atteint la maison du port, il fait irruption dans la pièce, le chevalier lui rapporte qu'une des prétendantes à la servante a disparu et que la dame est partie à sa recherche. Le duc est en colère, il explique au chevalier qui s'approche que dès le début, le but de Yarandi était Aïcha. Léon et les chevaliers quittent la maison et remarquent d'étranges empreintes de pas. Les pistes mènent vers le port et le duc espère qu'en les suivant il pourra retrouver son épouse. Tous les acolytes de Sissi sont tués, mais elle n'y prête pas la moindre attention, elle est concentrée sur son objectif. Les chevaliers blessés et épuisés couvrent leur maîtresse. Soudain, Sissi reprend forme humaine et demande gentiment à Aïcha si la dame a déjà vu le véritable hiver. Aïcha dit qu'elle ne répondra pas à ces questions, elle est perplexe devant le fait que CCE soit étrangement calme. Soudain, Sissi se redresse, sa robe soufflée par le vent, elle dit qu'elle va maintenant démontrer la vraie beauté de l'hiver. Soudain, des tentacules noirs éclatent et volent comme des éclairs vers les héros. Aïcha lève brusquement la main et un puissant éclair magique tente d'arrêter la magie noire. Le mur magique protecteur ne peut pas contenir le mal, les tentacules traversent le dôme. L'un des tentacules attrape le chevalier par le cou, son corps commence à se couvrir de givre. Les chevaliers font de leur mieux pour combattre la force maléfique, mais après avoir brisé la lame, Lina se rend compte qu'il est impossible de vaincre ce mal sans la magie du houdou. Aïcha se tient devant Lina, la couvre et libère de puissantes vagues d'énergie, essayant de chasser les tentacules. Soudain, Sissi se lève brusquement et lève la main en avant. Une vague noire éphémère transperce le cœur d'Aïcha. Une vague de peur recouvre la duchesse, elle sent le froid de la tombe, sa peau se couvre d'une fine glace. Sissi rit et traite la duchesse de faible et de déception totale. Aïcha sent l'approche de la mort, elle a terriblement froid, elle n'a plus la force de se battre davantage. Le visage de Léon apparaît devant les yeux de la jeune fille, elle veut le voir pour la dernière fois. La duchesse chancelle et tombe. Soudain, le Yarandi est aveuglé par un éclair de lumière vive. Léon court vers Aïcha, l'attrape dans ses bras et crie, essayant de la réveiller, mais en vain. La peur transperce l'âme du duc, il se reproche d'être en retard, serre Aïcha dans ses bras et le serre fort dans ses bras. Léon ordonne à Hera de s'occuper de la duchesse, sort son épée et s'approche lentement de Sissi. Yarandi ressent une colère incroyable venant du duc, elle a peur, des tremblements secouent son corps. Sissi crie que Vindenay va mourir ici et maintenant,
des vagues de magie maléfique volent vers Léon. La magie Oudou garde le duc, une vague lumineuse aveugle Sisi et la prive de ses forces. Léon transperce Sisi avec son épée, mettant dans le coup toute sa rage et sa peur pour Aïcha. Sisi comprend qu'elle est en train de mourir, mais elle ne va pas abandonner comme ça. Élie un sort, le dernier jour du mois lunaire, l'appel du sang se fera entendre et les portes des enfers s'ouvriront. Des ennemis précédemment vaincus se lèvent et encerclent Léon. Sisi continue de dire que les démons fous trouvent de nouveaux corps. Et désespérés, ils crient qu'ils vengeront le sang versé des Yarandi. Une foule de démons attaque le duc, mais avec l'aide de la magie et d'une épée, il ne laisse aucune chance à ses ennemis. Après avoir affronté les démons, Léon demande indifféremment à Sisi si c'est tout ce dont elle est capable ou si elle va réessayer. Comprenant qu'elle a perdu, Sisi supplie le duc de ne pas la tuer et lui propose de négocier, mais Léon n'entend pas l'écouter. Le jeune homme se balance, délivrant un coup avec une telle force que le corps du Yarandi vole sur le côté. En regardant le corps de Sisi, Léon dit que très bientôt son propriétaire aura de la compagnie en enfer. Se tournant vers les chevaliers étonnés, le duc ordonne de préparer la voiture et le port, ils doivent arriver au château le plus tôt possible. Léon ramasse soigneusement Aïcha glacée dans ses bras et se dirige vers la sortie de la ruelle. L'un des chevaliers rapporte que tout est prêt, le duc et la duchesse rentrent chez eux dans ses bras. Aïcha délire, elle a peur, il y a une obscurité impénétrable autour d'elle et elle a si froid. Elle sent une main sur sa joue et de la chaleur s'en dégager, mais elle ne comprend pas de qui il s'agit et où elle se trouve. Léon est constamment assis au chevet de sa femme et le médecin est également constamment à proximité. Le duc tient la main d'Aïcha et essaie de réchauffer la jeune fille avec sa magie. Le médecin dit que dans ce cas, ses efforts sont voués à l'échec, la magie du Yarandi a pénétré directement dans le cœur de la dame et les efforts du jeune homme n'ont soulagé que temporairement son état. Léon déclare d'un air condamné qu'il ne reste qu'un seul moyen de sauver Aïcha. Le médecin acquiesce et dit qu'une décision doit être prise le plus tôt possible, laissant le duc seul avec sa femme. Léon se reproche terriblement ce qui s'est passé, il n'a pas pu protéger sa fragile épouse, il ne veut pas la soumettre à une épreuve sérieuse, mais il n'a pas le choix. Le jeune homme embrasse tendrement la jeune fille, tout autour d'eux est illuminé d'une lumière magique et la magie du duc passe à sa femme. Aaron s'approche des appartements de la duchesse, remarque Lina et demande avec surprise si elle a vraiment passé tout ce temps ici. Le jeune homme persuade la demoiselle d'honneur de ne pas se blâmer, car elle est impuissante devant la magie des Yarandi. Lina répond que le crime le plus important pour un chevalier est une manifestation de faiblesse, alors elle se le reproche. La jeune fille admet qu'elle avait trop confiance en elle, elle s'attendait à vaincre le Yarandi sans la magie Oudou, mais à la fin elle se sent complètement impuissante. Le médecin sort, Lina se précipite vers lui et le bombarde de questions sur le bien-être de la dame, lui demandant si elle s'est réveillée. Le médecin répond que même si 2 jours se sont écoulés, la duchesse est toujours inconsciente. Le médecin explique que la magie du Oudou est trop forte et qu'il lui faut du temps pour s'adapter à la magie précédente de la maîtresse. Léon s'assoit au chevet d'Aïcha et lui tient la main, soudain des flocons de neige magiques étincelants commencent à tourbillonner. Un rayon de lumière vive tombe sur le visage de la jeune fille, le duc se rend compte qu'elle a accepté sa magie. Selon l'ancienne tradition de la famille Wantnet, le duc a toujours transmis à la duchesse la magie qui pouvait traverser l'hiver. La mère de Léon a également accepté la magie du Oudou de son mari et a depuis consacré sa vie à combattre le clan Yarandi. Le duc tient la main de sa femme et pense que son sacrifice était prédéterminé par le destin, mais lui-même ne l'a jamais voulu. Léon déplore d'avoir accablé la fille d'un si lourd fardeau qu'il a peur qu'elle le déteste pour cela. Aïcha ouvre les yeux, le duc tressaillit de surprise. Léon est inquiet, demande comment elle se sent, Aïcha demande à son mari de se rapprocher d'elle. Le jeune homme attrape soudain la jeune fille et la serre contre lui. Aïcha s'accroche à son mari et le remercie de l'avoir sauvée. Léon ne veut rien cacher à sa femme, il admet qu'il lui a trahi sa magie du Oudou, mais tout n'est pas si simple, il l'a transmis en tant que chef de la famille Vintenay. Léon explique qu'Aïcha est désormais devenue propriétaire de la magie et s'est donc retrouvée impliquée dans une guerre avec les Yarandi, et qu'elle devra désormais faire des expéditions hivernales avec eux. Le duc serre le poing de rage et dit désespérément qu'il ne voulait pas que cela se produise. Léon continue de s'excuser, disant qu'il s'est mangé égoïstement et ne lui a pas demandé la permission, il comprendra donc si Aïcha ne veut pas le voir. La fille l'arrête, dit que lorsqu'Yarandi l'a vaincue, elle pensait qu'elle ne le reverrait plus jamais, puis son cœur s'est vraiment gelé d'horreur. Aïcha essaie de calmer Léon, car il a fait tout cela juste pour la sauver. Léon est d'accord, mais dit que s'il était venu plus tôt, Aïcha n'aurait pas été blessée. La fille lui demande de ne pas se blâmer, et s'il la considère vraiment comme sa femme, alors il a tout fait correctement. Aïcha se souvient que Sisi était surprise de ne pas avoir de magie de Oudou et la traitait de faible. Maintenant, la duchesse comprend ce qu'elle voulait dire, car dans le passé, toutes les duchesses étaient obligées d'accepter ce pouvoir. La duchesse dit qu'elle comprend Léon,
Il ne voulait pas l'inquiéter, donc il n'a rien dit. Soudain, Aisha déclare en souriant qu'elle a déjà dit à Léon plus d'une fois qu'en tant qu'épouse, elle devait remplir tous ses devoirs, y compris la lutte contre les Yarandi. La duchesse remercie son mari d'être venu la sauver, du fait qu'elle compte tant pour lui et ajoute sournoisement que plus tard ils pourront trouver du temps pour leurs sentiments. Léon se penche vers Aisha et lui caresse doucement la joue avec sa main. Le duc se penche pour embrasser sa fiancée lorsqu'on frappe à la porte. Eric entre dans les chambres et rapporte que la troisième fille Julie a repris ses esprits, est dans le palais, si les messieurs le souhaitent, ils peuvent lui parler. Le duc ordonne qu'elle soit emmenée dans leurs appartements, lui et Aisha veulent lui parler. Les filles entrent dans la pièce, saluent les époux avec un salut et disent qu'elles sont heureuses de voir la dame en bonne santé. La duchesse est heureuse de voir Irène, lui demande si elle a été blessée, la jeune fille assure que tout va bien pour elle. Aisha dit que c'est Ira qui les a tous sauvés, car c'est grâce à ces marques que le duc a pu les retrouver. La jeune fille est flattée, elle présente aux messieurs Julie, la troisième prétendante au poste de servante de Sa Majesté. Doulet a peur et demande pardon de ne pas pouvoir montrer le respect que l'on doit aux messieurs parce qu'elle s'est blessée à la jambe. Aïcha demande à la jeune fille de lui raconter ce qui lui est arrivé ce jour-là au port. La jeune fille se souvient qu'une semaine avant son arrivée, elle avait reçu une lettre d'un autre candidat Sisi. La jeune fille était très inquiète, avait peur d'aller seule au palais et lui a proposé de se rencontrer. Doulet a répondu à sa proposition et à leur arrivée dans le royaume, ils se sont rencontrés pour passer du temps ensemble. Sisi a déclaré qu'Ira était déjà arrivée, mais lorsque les filles sont arrivées à l'hôtel, il n'y avait personne dans la chambre. On frappa à la porte, Julie décida que c'était Ira qui était revenue et se précipita vers la porte. Sisi a arrêté la jeune fille d'un geste, lui disant qu'elle l'ouvrirait elle-même. À ce stade, Julie a réalisé à quel point CCE se comportait de manière suspecte, alors elle a décidé d'aller à la porte et d'écouter. Derrière la porte, Sisi parlait à un homme, les mots étaient difficiles à comprendre, la jeune fille n'entendait que le mot Yarandi. Julie courut vers la fenêtre pour sortir rapidement de la pièce. La jeune fille a voulu avertir la duchesse le plus rapidement possible, mais elle est tombée sans succès, se blessant à la jambe et se cognant la tête. Elle n'a réussi qu'à trouver un endroit isolé, s'est cachée et a perdu connaissance. Quand Julie s'est réveillée, c'était déjà fini. Aisha demande à Léon si les Yarandi étaient si courageux avant, le duc a répondu qu'ils se comportaient en secret. Léon dit que cette fois, les Yarandi ont prétendu que les chevaliers les avaient poussés dans un piège, ils les ont distraits, puis l'un d'eux a mentionné le nom d'Aisha. La duchesse se souvient pensivement de Sisi disant que son maître lui avait donné la magie. Léon est perplexe quant au retour du chef Yarandi. Le duc libère les filles et dit qu'elles seront récompensées pour leur courage et leur dévouement, les filles les remercient et s'en vont. Léon dit qu'ils doivent examiner attentivement la scène, peut-être qu'ils pourront trouver un indice. Soudain, le couple remarque Lina à la porte, la fille ne se ressemble pas. La jeune fille s'approche du lit de la duchesse, se penche et demande désespérément pardon, Aisha ne comprend pas pourquoi Lina s'excuse. La jeune fille se tourne brusquement vers Léon et lui demande avec colère de lui transmettre la magie du houdou. Le duc demande à Lina si elle comprend ce que signifie sa demande, la jeune fille répond qu'elle est prête à prêter serment d'allégeance à Sa Majesté, Léon répond que dans ce cas Lina doit prêter allégeance à sa maîtresse. La demoiselle d'honneur dit qu'elle n'a besoin que de la magie du houdou pour protéger sa maîtresse, elle a besoin de plus de force. Aisha explique à Lina que si elle lui prête allégeance, elle trahira son ordre, la jeune fille répond que si elle se tient à nouveau à l'écart lorsque sa maîtresse est en danger, sa réputation n'auront aucune importance. La duchesse demande le consentement de son mari pour faire chevalier Lady Bramble. Léon donne volontiers son accord. Aisha prend l'épée dans ses mains, Lina s'agenouille. Aileen Bramble jure un dévouement éternel à Aisha, jure de la protéger jusqu'au bout, son épée n'existe que pour servir sa maîtresse. Aisha prononce ses vœux, fait chevalier la fille, toute la pièce est éclairée d'une lumière magique et brillante.